Bon, on va démarrer. Oui. Bonjour tout le monde. Vous êtes 21, donc on va démarrer avec des personnes qui nous rejoindront en cours de route. On va peut-être se présenter, nous qui sommes là. Vous avez devant vous une partie de l'équipe de Binge Audio. On est 5, donc on est entre un quart et un tiers de l'équipe de Binge Audio, voilà, qui est entre 15 et 20 personnes, même plus proche de 20 maintenant. Voilà, je démarre. Je suis Gabrielle Boé-Richard, je suis l'une des cofondatrices de Binge Audio avec Joël Renez et David Cardon, et je suis directrice générale. À côté de moi, je suis Thomas Rozek, je suis rédacteur en chef de Programme B, qui est notre podcast quotidien d'actualité. Diane, peut-être? Oui, bonjour, Diane Jean, journaliste et productrice de podcast et chef du projet La Dose. Anaïs Daïka, j'ai rejoint les équipes de Binge officiellement il y a un mois. Je suis directrice du développement, des productions et du développement. Moi, je suis Ryan, du coup, je suis stagiaire, donc principalement, je suis à la communication et j'aide Diane Jean. Voilà. Il y a Joël aussi qui est là. Voilà. Et Joël est Renez et dans les parages, mais il ne sera pas forcément actif. Après, s'il trouve qu'on dit vraiment n'importe quoi, il interviendra peut-être. Voilà. Bon, déjà, merci d'être là. Et puis, merci d'avoir participé à cette enquête Binge à l'écoute qu'on a menée du 16 au 23 juin. Cette enquête, en fait, ça fait longtemps qu'on se disait qu'on voulait mieux connaître les auditeuristes de Binge Audio. Oui, je dis auditeuristes comme Victor Toyon, vous avez remarqué, ça a essaimé dans toute l'équipe. Donc, ça faisait longtemps qu'on se disait ça, et puis on ne se bougeait pas pour le faire concrètement. Et à vrai dire, on a fait un séminaire interne début juin, un moment où c'est un peu retrouvé aussi en équipe après la période précédente de confinement. Et on s'est dit, allez, on y va, faisons ça avant l'été, on apprendra plein de choses. Et on a commencé par se fixer un objectif de recueillir 1000 réponses. On s'est dit, bon, si déjà 1000 personnes nous répondent, ce sera déjà pas mal et on aura un échantillon pas trop nul pour en tirer des enseignements. On a donc préparé notre questionnaire. On a été assez ambitieux puisqu'on vous a quand même infligé 82 questions en se disant au début que ça prendrait 15 minutes à répondre. En fait, pas du tout. Le temps passé a été plutôt de 27 minutes et on a atteint très vite le nombre de réponses voulues. En fait, en 4 heures, on était à 1000 réponses. Et puis, on l'a laissé tourner pendant une semaine, ce qui a produit un peu plus de 2600 réponses. Donc, pour revenir un peu au but, le but, c'est de mieux vous connaître parce que déjà, il faut se rappeler qu'en podcast, nous, on n'a pas un accès si facile aux données vous concernant parce qu'on diffuse via des plateformes, on n'a pas du tout de vos données personnelles et finalement, on ne sait pas très bien qui vous êtes. Le rapport que vous avez à nous, on ne le connaît pas très bien non plus et on était très curieux de savoir comment vous nous perceviez, comment vous parliez de nous aussi, parce qu'on a toujours cette sensation que le podcast, les gens en parlent entre eux et on a essayé de poser des questions à ce sujet, on a appris plein de choses, donc ça c'est vraiment chouette. Et puis on avait des questions sur votre profil, votre rapport à notre programme, à notre communication, à notre rapport avec les marques aussi, donc voilà, d'où le questionnaire copieux. Donc vraiment un grand merci d'avoir participé. Pour nous c'est vraiment très très précieux et comme on sait que ça vous a pris du temps, en tout on a calculé que 1000 heures avaient été consacrées à ça, on s'est dit qu'on pouvait bien prendre 1 heure aujourd'hui pour restituer. J'ai quelques précautions d'usage à vous donner sur ce qu'est et ce que n'est pas cette étude. Ce qu'elle est, c'est un aperçu de ce que dit notre audience à un moment donné, mais en fait pas tout à fait notre audience complète, mais les personnes qui ont répondu sur la période, c'est-à-dire beaucoup de personnes, oui, mais aussi les personnes qui ont pu en être informées, or ça a duré qu'une semaine, si on faisait autre chose cette semaine-là, on n'était pas dedans, les personnes qui étaient les plus engagées, qui ont accepté de passer du temps sur ce questionnaire, et donc forcément, il faut se rappeler de ça pour se rappeler que ce n'est pas forcément représentatif de toute l'audience, mais de la fraction la plus engagée. En même temps, cette audience-là a beaucoup d'importance. Ce qu'on va vous un peu restituer aujourd'hui, c'est pas mal de données quantitatives, de chiffres, mais le questionnaire ne se limitait pas du tout à ça. En fait, il y avait beaucoup de réponses, de questions ouvertes, de réponses qualitatives, et ça va nous prendre un peu de temps à lire, à l'analyser, etc. Donc, on poursuit le travail, mais évidemment, il est encore un peu tôt pour donner des conclusions. Mais c'est vraiment un énorme apport, cette partie qualitative. Et puis, dernière précaution,
précautions, l'étude a été menée juste après la période de confinement, donc il est peut-être possible qu'il y ait des biais de cette nature, notamment quand on a demandé les lieux, les habitudes d'écoute. On imagine que pas trop et que les gens ont répondu suivant leurs habitudes générales, mais ce n'est pas complètement à exclure. Ce qu'on va faire là, c'est on va se partager la parole, nous, pour vous parler des grands enseignements, donc essentiellement les données chiffrées à ce stade. On va d'abord parler de qui sont les répondants, les répondantes. Donc Thomas va nous parler de ça. Ensuite, Diane, tu nous parleras de votre rapport à Binge Audio, de ce qu'on a appris là-dessus. Et ensuite, Ryan, tu nous parleras des habitudes d'écoute, des habitudes plus largement. On va essayer de se limiter, même si pour l'instant, je n'ai pas été très strict, on va essayer de ne pas parler de plus de 20 minutes pour qu'ensuite vous puissiez poser des questions. Alors, petit mode d'emploi des questions, vous pouvez, il y a un module questions et réponses. C'est mieux pour nous de poser vos questions là-dessus que d'intervenir sur le chat, c'est plus facile à traiter. Et ensuite, on pourra prendre les questions. Vous pouvez soit les poser par écrit, soit lever la main, et dans ce cas-là, on peut vous donner la parole. Dans ce cas-là, vous pouvez brancher votre micro, votre vidéo pour qu'on vous entende bien. Voilà. Je vais juste commencer, moi, par vous partager une petite image. C'est celle des podcasts que les répondants ont dit écouter. C'est juste pour garder en tête que les personnes qui ont répondu étaient des personnes qui étaient plus ou moins engagées sur les différents programmes. Donc le programme que quasiment tout le monde avait déjà écouté, c'est Les coups sur la table. Kif Taras, 70% des répondants avaient déjà écouté. Programme B, 59%. À bientôt te revoir, 45%. Miroir Miroir, 33%. Camille, 32%. Enfin, vous voyez l'image. Donc il faut toujours s'en rappeler pour faire le lien ensuite avec les réponses. Il y a une corrélation entre ça et les audiences réelles, j'ai envie de dire, des programmes, mais c'est pas strictement équivalent. Donc ça donne aussi un indicateur d'engagement et ça aide à interpréter les résultats. Voilà. Maintenant, Thomas, je vais te passer la parole pour démarrer. Et puis, je vais aussi vous montrer des petites infographies qu'on fera tourner après. Il y aura des transmissions écrites d'infographies suite à cette restite orale. Et je vais aussi les mettre en fond pour vous montrer les données que Thomas va détailler. Ouais. Alors, un des premiers enseignements, Gabriel l'a dit, c'était de savoir un peu qui vous êtes finalement, qui sont les personnes qui nous écoutent, qui sont nos fameux auditeuristes dont on aime beaucoup parler, nous, dans notre programme. Ce dont on s'est aperçu grâce à ce questionnaire, c'est que là, pour ce qui est des répondantes, c'est vraiment des répondantes. Le féminin est volontaire parce que c'est 83% de femmes qui ont répondu à ce questionnaire. Pour donner un ordre de comparaison, nous, on a des données de genre sur certaines des plateformes qu'on utilise, notamment grâce à Spotify, qui nous permet de savoir qu'en général, les audiences de Binge Audio sont certes majoritairement féminines, mais pas dans les mêmes proportions. C'est 66%, le chiffre que nous donne Spotify. Pour janvier-juin 2020, 66% de femmes. Donc là, on est à 83% de répondants, donc il y a un taux d'engagement des femmes qui est plus élevé. On s'était aussi basé pour des comparatifs avec une enquête qui avait été menée par Havas Paris et CSA Research dans le cadre du Paris Podcast Festival qui avait eu lieu en fin d'année dernière. Et ils avaient aussi tenté de mesurer un peu quelle était la part d'hommes et de femmes dans les audiences. Et eux étaient revenus avec le chiffre de 45% d'auditrices. Donc là, on voit que nous, les proportions dans les répondants ne sont pas du tout les mêmes. Un chiffre qui nous a pas mal touché aussi, c'est qu'on a 2% de personnes qui se définissent comme non-binaires, ce qui était une donnée toujours intéressante à avoir. Donc en gros, l'enseignement, c'est que le taux d'engagement dans les gens qui nous écoutent est beaucoup plus élevé chez les femmes que les hommes. Ça paraît assez clair. Pour ce qui est des âges, c'était aussi une donnée qui nous intéressait beaucoup, 80% des personnes qui ont répondu ont moins de 35 ans. Ce qui là encore, si on reprend les points de comparaison qu'on avait, que je disais juste avant, qui met un petit décalage, parce que notre audience est du coup plus jeune que celle qui avait été repérée par l'étude Havas Paris pour le Paris Podcast Festival, où là on était plus autour des 60%, 58% le chiffre. Nous, dans les répondantes, les âges vont de 15 à 75 ans, les personnes qui ont répondu. L'âge moyen, c'est 30,6 ans, et l'âge médian, c'est 30 ans. Donc, en gros, l'enseignement, c'est que l'audience principale de Binge Audio, parce qu'on peut parler là
d'une donnée assez fiable, c'est principalement les 20-35 ans et le centre de gravité de cette tranche d'âge, cette démographique, c'est plutôt 30 ans. Pour ce qui est des activités pro, de ce que font les gens de leur vie, il y a une grande proportion d'étudiants, 18% d'étudiants, plus de la moitié sont en master, et il y a 10% de futurs docteurs, c'est quand même pas mal. Pour donner pareil, toujours les mêmes points de comparaison, dans l'étude AVAS, c'était 12%, l'audience podcast générale, donc une proportion un peu plus grande d'étudiants. 54% dans les répondants qui sont des CSP+, donc cette fameuse catégorie socio-professionnelle qui comprend les cadres, professions intellectuelles, les chefs d'entreprise et les étudiants issus de ces foyers considérés comme CSP+. Encore, la proportion est légèrement supérieure à celle qu'il y avait dans l'étude d'Avas, c'était 41% à l'époque, donc on est légèrement au-dessus. Donc en gros, l'enseignement, c'est que Binge Audio a une audience qui est plutôt étudiante et plutôt diplômée, assez diplômée, hautement diplômée, et dans des proportions plus larges que celles de l'audience podcast telle qu'on la connaît en général. Pour les lieux de résidence, ça aussi c'était une donnée qui nous intéressait énormément, 77%, donc quand même les 2/3, ça plus des 2/3, les 3/4, oui, les 3/4, plus des 3/4. Je suis très nul en maths, donc Gabriel est là pour vérifier que je dis pas de conneries. 77% donc en France, 23% à l'étranger, bon, principalement, sans trop de surprise, malheureusement, en Île-de-France, 47% en Île-de-France, donc 31% à Paris, 16% en banlieue. Savoir que la part de la population française qui vit en Île-de-France, dans la population générale, c'est 18%, donc là, ça fait quand même un décalage assez fort. Là, on s'est basé sur les stats de l'INSEE. Je parlais des points de comparaison tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit au début, mais le troisième grand point de comparaison de ces services, c'est les stats de l'INSEE sur la population générale. Dans l'étude AVAS, c'était 33% de franciliens. Donc là aussi, on est au-dessus. 78% sont des urbains et urbaines, ce qui est à peu près le niveau de la population française générale. Là, pour le coup, c'est raccord. Et par contre, très très peu d'auditeurs, auditrices en Outre-mer, 0,5% seulement, sachant que la population d'Outre-mer, c'est 3,2% de la population française. Donc c'est l'enseignement global, c'est qu'il y a plus d'un tiers des répondants qui sont en Île-de-France et près d'un quart qui sont quand même à l'étranger. Donc c'est quand même assez significatif. On s'est aussi pas mal intéressé dans ce questionnaire, vous l'aurez constaté, à vos habitudes de vie, on va dire ça de manière globale. Vous êtes plus de la moitié, 51%, à considérer que vous êtes très informé, c'est-à-dire que vous suivez l'actu quotidiennement, ce qui est beaucoup, 27% qui la suivent plusieurs fois par semaine, donc c'est globalement une audience qui est quand même très informée. 34%, un tiers qui ont un abonnement payant à un média, 66% qui ont un abonnement payant à un service de musique ou de vidéo en ligne, et près de 20% qui dépensent plus de 50 € par mois en budget culturel, donc une population très active de ce point de vue-là, très, très intéressée par les services culturels. 44% qui font du sport plusieurs fois par semaine, c'est bien, vous êtes en forme, magnifique. C'est plus que la proportion, je pense, au sein même de l'équipe de Binge. 36% qui sortent plusieurs fois par semaine, ça c'est moins que la proportion au sein de l'équipe de Binge Audio. 27% qui essayent régulièrement des nouvelles applications de services et 20%, presque 19%, qui ont acheté un équipement technologique dans les 12 derniers mois. Donc, vous êtes globalement des auditeurs, auditrices informés, sportifs, actifs et consommateurs, consommatrices de produits culturels et numériques. C'est l'enseignement qu'on a gardé de tout ça. Je vais passer, je pense, la parole à Diane. Oui, Diane. Oui, tout à fait. Merci Thomas. Du coup, là, on est sur qu'est-ce que vous avez dit un peu de Binge Audio, comment vous nous percevez, pourquoi vous nous écoutez. On a un objectif quotidien et global qui est de vous être utile. Je citerai même le directeur de la rédaction d'El Carzon qui a utilisé une expression qui, je trouve, reflète bien notre ligne en ce moment, qui est de ne pas faire du développement personnel, mais du développement collectif. Et ça fonctionne puisque parmi toutes les personnes qui ont écouté au moins un épisode de Binge Audio, 97%, donc vraiment quasiment la totalité, ont déjà recommandé un podcast ou un épisode que nous avons produit.
Donc ça, c'est un résultat qui nous a vraiment ravis. Et dans la manière de recommander, c'est à 86%, ça passe beaucoup par du bouche à oreille. On vous avait demandé si vous partagez via les réseaux sociaux, par SMS, WhatsApp, mail. Et il se trouve que c'est vraiment face à face. Donc, si jamais là, vous avez envie, dans la colonne conversée, de raconter pourquoi et comment vous recommandez, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, ça fait partie des résultats qu'on n'a pas encore tout à fait traités parce que on a eu plein de réponses et c'est des résultats qualitatifs qui méritent d'être lus et traités vraiment un par un. Mais c'est les mots que vous avez utilisés pour nous désigner, notamment pour recommander nos podcasts. Donc ça, on est en train de les traiter et pareil, ça nous est vraiment très, très utile. Donc, non seulement vous nous trouvez utiles, mais vous avez confiance en nous, en tout cas pour certaines choses, en grande partie pour questionner les normes. Et c'est vrai que ça fait partie de notre fer de lance avec le podcast Les coups sur la table, le podcast Parler comme jamais, Camille et plein d'autres. Faire réfléchir, qui est globalement aussi un objectif qu'on a, donc ça on était contents. Et puis on réfléchit aussi collectivement aussi entre différents épisodes et différents programmes. Découvrir des choses, découvrir des gens, donc ça pareil, vous avez été très nombreux à dire que, et notamment l'incarnation, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup sur le motif de votre écoute. S'informer aussi, qui est vraiment un moteur et ce en quoi vous nous faites confiance. Donc, nous avons le rédacteur en chef de Programme B avec nous. Donc, si vous avez envie de lui poser des questions, vraiment, n'hésitez pas, on est là pour ça. Raconter des histoires vraies. Alors, on a un podcast qui s'appelle Connaissez-vous l'histoire 2, qui notamment raconte pas mal. Aussi, dans Programme B, on a des séries de plusieurs épisodes que vous avez identifiés, où là, on prend aussi un peu plus le temps de raconter des histoires vraies. Et voilà, après, vous pouvez lire, étonner, se changer les idées, rire. Ça fait partie des ambitions et des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on devrait faire plus de programmes divertissants, en tout cas humoristiques, et puis aussi raconter des fictions. Donc ça, je laisserai la parole à Anaïs si vous avez des questions à lui poser. C'est aussi des choses sur lesquelles on s'interroge. Est-ce qu'on doit se positionner? Est-ce qu'on doit en faire? Comment on doit en faire? En tout cas, c'est vrai que sur les fictions, on vous a d'ailleurs demandé est-ce que vous aimeriez que Binge Audio fasse des fictions? Et pas grand monde a dit oui. Et c'est quelque chose qu'on est en train qu'on interroge. On se dit est-ce que ces réponses-là sont faites sur la base de ce qui existe déjà en fiction et que c'est quelque chose qui ne vous plaît pas forcément, et du coup on sera d'autant plus exigeant si on se lance dans ce milieu, puisque c'est tout un monde, la fiction. Et ensuite sur la publicité, donc ça c'est vrai que si vous avez tous entendu quasiment de la publicité sur nos programmes. Donc, on est surtout de la publicité en début d'épisode et qui sont donc souvent lus par les auteurs, autrices des podcasts. Et c'était important pour nous aussi de savoir ce que vous pensiez de ce type de publicité qui est quand même assez particulière, qui est peut-être plus marquante qu'une publicité classique visuelle parce qu'on est bombardé un peu partout. Elle est tout aussi incarnée que le programme. Et donc, on voulait vraiment savoir quel était votre ressenti par rapport à ce genre de publicité. Et vous avez été 60% presque à juger ces publicités plus agréables, intéressantes, divertissantes que les autres publicités. Il y a même quelqu'un qui a recité une publicité, je crois, c'était avec une histoire d'œuf qui était placée sur Programme B. Donc, on sent que c'est aussi des publicités qui marquent votre mémoire. Donc, c'est... Le mollet. Les œufs mollets. Voilà, les œufs mollets. Voilà, et puis sur aussi les raisons pour lesquelles vous nous écoutez, alors ça c'est des chiffres qui apparaissent pas, mais c'est des chiffres qu'on a aussi tirés de vos réponses. 65% disent que vous nous écoutez parce que vous aimez l'audio. Donc ça tombe bien, c'est notre cœur de métier. Mais vous êtes quasiment la moitié aussi à dire que c'est surtout parce que le contenu vous intéresse, peu importe la forme. Et c'est vrai qu'on a fait pas mal
dérivés de nos programmes, que ça passe par le spectacle Binge en scène, que ça passe par les jeux de société, à bientôt te revoir le chip, le livre Les coups sur la table, et puis la lettre, la dose, du coup, qui est en cours de construction. Donc ça, c'est vrai que ça nous encourage aussi à démultiplier les formes, à créer, inventer de nouvelles choses, mais en gardant la même exigence en termes de contenu. Et puis, il y a aussi plus de la moitié des personnes qui nous écoutent pour découvrir de nouvelles personnes. Et il y a ce côté incarnation qui revient beaucoup, qui est évidemment propre au podcast natif de manière générale, mais que vous appréciez particulièrement chez Binge Audio. Et en termes de sujets, justement, de contenu, quasiment la totalité reste très intéressée et demandeuse de sujets liés aux questions de genre. À l'actualité aussi. Donc, Thomas était ravi. Et puis, quasiment la moitié a aussi demandé qu'il y ait plus de choses en relation avec le climat, l'environnement. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qu'on garde en tête et on planche là-dessus dès maintenant. Donc voilà, ça c'est tout ce qui concerne ce que vous pensez et ce que vous aimez chez nous. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Ryan sur vos habitudes d'écoute. Oui, merci. Donc du coup, oui, on s'est intéressé du coup à votre rapport à Binge, mais aussi du coup à votre rapport au podcast en général. Et en gros, on a des chiffres à vous communiquer. Vous êtes quand même des gros consommateurs de podcasts en général. Vous êtes à 7 podcasts différents et vous écoutez 7 épisodes par semaine en moyenne. Donc, ce qui est beaucoup. On se pose la question de savoir est-ce que vous avez encore la place d'en écouter des nouveaux ou est-ce que ça dure un petit peu. On vous a aussi posé des questions concernant où est-ce que vous écoutiez les podcasts. Et vous êtes du coup, comme vous le voyez à l'écran, un gros morceau à en écouter chez vous en fait, donc environ 30%. Ensuite, c'est dans la rue, dans les transports, et ensuite dans votre lit, et en dernier en voiture. Donc voilà, donc vous écoutez pas mal dans plusieurs endroits différents, et ce qui revient, c'est pas mal en se déplaçant en tout cas. Donc ça, on en tiendra compte aussi pour les prochains podcasts. Ensuite, en général, le podcast, on sait que vous êtes pas mal à l'écouter en faisant d'autres activités, donc on vous a posé la question. Alors du coup, ce qui ressort, c'est qu'il y a plein d'activités différentes qui ont été mentionnées. Et parmi les premières, on a les tâches domestiques, le déplacement qui recoupait la question précédente. Et ensuite, on a en faisant d'autres choses, du sport, en mangeant, etc. Et du coup, pour recouper ça, on a posé des questions sur les plateformes que vous utilisiez. Et là, du coup, sans surprise, Apple Podcast arrive en tête. C'est quand même l'application la plus utilisée pour les podcasts, il me semble. Et ensuite, on a une espèce de paquet autre qui regroupe plein d'applications, de petites applications qui sont peu utilisées, mais cumulées, ça fait beaucoup. Et ensuite, comme vous voyez, on a Spotify, Podcast Addict, et après plein d'applications aussi par la suite. Sur vos habitudes, vous nous avez aussi dit que vous écoutiez les podcasts très souvent seuls. Donc ça, c'était peut-être prévisible, mais du coup, maintenant, c'est confirmé. On sait que les podcasts, c'est quelque chose qui s'écoute seul, en général avec les écouteurs aussi. On a des chiffres qui corroborent ça. On a d'autres informations à vous communiquer. C'est des chiffres qui sont pas affichés, mais qu'on a. C'est que vous êtes 66% à avoir votre routine podcast. C'est-à-dire que vous savez que vous avez un moment pour le podcast, en général dans les transports, comme on peut le voir. Et en fait, c'est à ce moment-là que vous décidez quel podcast vous allez écouter. Donc, c'est vraiment dans les transports à ce moment-là. Voilà. Et concernant la fréquence, on a des informations. Vous aimez quand même que les podcasts soient réguliers, donc qu'il y ait cette espèce de régularité dans les podcasts. Vous avez été 51% à demander des podcasts, à déclarer préférer les podcasts qui étaient hebdomadaires. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Et 17% à les vouloir toutes les 2 semaines, donc deux fois par semaine. Toutes les 2 semaines, pardon. Mais vous n'êtes quand même pas fermé à la question, puisque on a eu 51% de personnes qui étaient assez ouvertes et qui disaient « ça dépend du podcast, je ne peux pas me prononcer ». Donc voilà pour les habitudes et voilà ce qu'on a appris sur vos habitudes de consommation de podcast. Voilà,
pour les grandes données qu'on a retirées de cette étude, même si, encore une fois, ça ne résume pas tout et tout l'aspect qualitatif va bien au-delà de ça. Et d'ailleurs, dans les données qu'on est toujours en train d'agréger, il y a notamment la proportion des répondants-répondantes qui se considèrent comme racisés, qui était une question ouverte, qui n'avait pas d'obligation à y répondre. Et c'est, comme c'était justement une forme ouverte, ça prend beaucoup plus de temps à traiter, parce que ce n'était pas binaire comme manière d'y répondre. Donc, on est en train de se mettre dessus parmi les différentes choses qu'on est en train de traiter. Voilà. C'était évidemment à faire de façon ouverte parce que vu la nature du sujet, du coup après il faut les traiter. Et puis voilà, puis la façon dont c'est répondu dit aussi quelque chose. Enfin, voilà. Par ailleurs, sur le Cali qu'on traite encore, il y a beaucoup la façon dont vous parlez des podcasts et de binge audio. Les termes que vous employez, pareil, c'est du traitement qualitatif. D'ailleurs, notre dimension qualitative revient pas mal dans ce qui est dit de nous, donc on est plutôt content. Ensuite, il y a ce que vous écoutez comme autre podcast, ce que vous consommez comme autre média. Là aussi, c'était des questions ouvertes pour pas induire des réponses par notre intervention, mais voilà. Donc on continue ça. Anaïs, qui est là, a commencé à bosser sur des visualisations un peu complexes de jeux de données, y compris en corrigeant à partir des erreurs qui peuvent être faites sur les noms, sur les citations, etc. Donc on poursuit ça. C'est assez chouette de bosser là-dessus. Vous avez sans doute des questions, donc on va commencer à regarder ça. Combien d'auditeurs, en gros, sur nos podcasts? Alors, figurez-vous que le nombre d'auditeurs et d'auditrices, on ne les a pas en direct, parce qu'avec cette fameuse distribution par plateforme, et Ryan a montré que c'était effectivement une distrib très éclatée, en fait, on n'a pas les infos sur les auditeuristes. Ce qu'on a, nous, c'est des données d'audience d'écoute générale, et on tourne autour de 1,5 million d'écoutes par mois. Voilà, tout podcast confondu par mois. C'est un chiffre là qui s'est révélé à peu près stable pendant le Covid. Donc, on a vraiment l'ambition, évidemment, de le faire encore augmenter, mais voilà à peu près où on se situe. Et ensuite, les personnes, on n'a pas l'accès direct à ces infos, même si on peut déduire des choses, parce que sur certaines plateformes, on a le nombre d'abonnés, sur Spotify, sur Apple Podcasts, etc. Mais c'est des données un peu trop hétéroclites pour les comparer. J'en profite juste pour ajouter quelque chose sur les données d'audience, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose de très important en ce moment pour le secteur. Pour nous en tout cas, c'est qu'on arrive enfin à une certification des données d'audience. Vous savez que la plupart des médias ont des organismes qui certifient, qui permettent qu'il y ait une couche de confiance qui soit ajoutée en plus de ce que nous, médias, on peut dire. Et ça, c'est en train de se passer. On travaille avec l'ACPM, qui est l'organisme qui certifie d'habitude la presse et qui, depuis quelques années, s'est aussi mise au numérique, au web radio et là, du coup, au podcast. Et nous, Binge Audio, on est très actifs sur le sujet. Ça fait des mois qu'on travaille dessus. Notre plateforme de diffusion, c'est Acast, vous le savez peut-être. Donc, ça supposait qu'eux, techniquement, se s'outillent pour bien être certifiés par ACPM et puissent être conformes, et que nous, médias, on souscrive. Et on l'a fait évidemment parce qu'on pense que c'est important pour tout le monde, pour avoir de la confiance, le public, les médias, les annonceurs, tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez un parti pris dans la diffusion de podcasts audio sur YouTube? Diane, tu veux répondre peut-être? Sur YouTube, oui. C'était pas forcément une plateforme sur laquelle on pensait s'installer, en tout cas se développer, parce que c'est avant tout une plateforme vidéo et qu'on fait de l'audio. Mais on était quand même présent depuis le début. On publie, on diffuse sur YouTube depuis le début. Et en fait, on s'est rendu compte depuis 1 an et demi, en tout cas depuis que je travaillais à Binge Audio, que l'audience sur YouTube commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. Et du coup, on avait à la base des comptes YouTube séparés par émission, et on a décidé de miser vraiment et de tout centraliser sur un compte Binge Audio. Et en fait, ce compte a pris vraiment énormément d'ampleur depuis 1 an. Donc voilà, et c'est quelque chose qu'on surveille vraiment de manière continue. On a fait pas mal de directs. D'ailleurs,
sur la plateforme des directs, on hésite encore. Est-ce on reste sur YouTube? Est-ce qu'on se met ailleurs ou pas? On a essayé Twitch notamment en début d'année à la rentrée dernière. Donc voilà. Donc en fait, c'est quelque chose mais c'est vraiment propre en fait à tout média numérique. On a une stratégie, mais elle est mouvante, elle change en fait en fonction de l'écosystème, de là où sont les gens. Ça se trouve, dans 6 mois, les gens vont se lasser de YouTube, ils seront ailleurs et du coup, on ira ailleurs. Donc voilà. Ouais, pour ajouter là-dessus, nous on est un peu agnostique là-dessus, dans le sens où c'est pas qu'on pense rien, c'est qu'on s'adapte aux usages en fait. On est lucide, on sait bien que c'est pas nous qui allons les créer, et nous on s'est pas créé comme une plateforme d'écoute en tant que telle. Donc on suit les usages, ce qui suppose d'être assez réactif, de comprendre ce qui se passe. Et puis comme tout à l'heure on citait le chiffre qui montrait que vous étiez attaché à l'audio, mais comme vous trouviez que Binge Audio avait plein d'attraits, ça pouvait aussi être suivi sous d'autres formats, et YouTube en fait partie, quoi. Puisque dans ce cas-là, on peut avoir une dimension vidéo, une dimension interaction, etc. On a même fait un peu de Twitch, des tests sur Twitch. Autre question, vous ne vivez que de la pub, vous avez d'autres budgets? Non, on ne vit pas que de la pub, on vit beaucoup des marques. L'essentiel de l'écrasante majorité de nos revenus, c'est les marques, puisque les revenus qui ne viennent pas des marques, en fait, c'est des revenus qui viennent de vous, en tout cas de ceux qui ont déjà payé, pour des produits, pour l'instant des produits dérivés, c'est-à-dire des bouquins, des trucs sur la table, des jeux, des spectacles, Binge en scène, les enregistrements d'À bientôt de te revoir. On a là-dessus des nouveaux projets, et on est en bêta-test sur la dose qui a vocation à être un produit numérique payant. Mais pour revenir en arrière, donc l'écrasante majorité de nos revenus aujourd'hui, c'est les marques. Mais en fait, la pub, qu'on appelle aussi le sponsoring chez nous quand elle est produite à façon, c'est plutôt la minorité. L'essentiel de nos revenus, ce sont les productions qu'on fait pour des marques, pour des institutions, pour des médias. C'est assez large. En médias, on bosse pour accompagner en production et pour produire. On a bossé pour l'Équipe, on a bossé pour Les Échos, Le Parisien, Marie-Claire. Des institutions d'intérêt général, on travaille beaucoup pour elles. On a travaillé avec l'Université Paris-Saclay, on a travaillé avec MSF, on a travaillé avec Sorbonne Université, on a des projets en cours avec le ministère de l'écologie, avec l'AFD, et ça... L'Agence française du développement. Ouais. Et ça, comme ces institutions se sentent très légitimes pour prendre la parole sur des sujets d'intérêt général sur ces programmes. Et puis, on travaille avec des marques. Il y a une partie que vous ne voyez pas parce qu'on l'a fait, ce qu'on peut dire en marque blanche, c'est-à-dire qu'on a un boulot de production, on met toutes nos compétences en termes de création, de production, de diffusion, mais sans la marque média Binge Audio, parce que c'est autre chose, c'est une autre activité, c'est pas le média Binge Audio, soit parce que ça colle pas à notre média, soit parce que la marque souhaite le faire par elle-même. Et puis parfois, et c'est une partie de nos programmes que vous voyez, on fait des coproductions, des partenariats avec des marques. Et dans ce cas-là, on appelle ça des programmes de brand content. Et j'en profite du coup pour dire que au travers de l'étude, on a vu que parmi les répondants, les répondantes, 20% des gens avaient écouté ces programmes, et que la grande majorité était conscient que c'était des programmes qui étaient produits avec des partenaires et financés du coup par ces partenaires. Voilà. Pour nous, c'est important d'avoir cette clarté sur ce qu'on fait, avec qui on le fait, dans quelles conditions. Mais c'est vrai que dans notre stratégie, on assume tout à fait qu'on puisse associer la marque Binge Audio avec des marques partenaires dès lors que ça répond à certaines exigences et dès lors qu'on vous informe que c'est le cas. C'est une question connexe, plus ou moins, sur les sources de revenus. Si elles fluctuent, comment est-ce qu'on fait pour payer les gens? Ah oui, voilà. Alors, donc, comme toutes les entreprises. Tout ça, oui, ça fluctue. Et puis, on est encore un média jeune. On avait dit pour lancer l'étude qu'on avait commencé à produire il y a 5 ans. Oui, la société Binge Audio en tant que telle, on l'a fondée plutôt il y a 3 ans et demi. Et puis, on a commencé à 2, 3, 4, 5, jusqu'à 15-20 là. Je dis 15-20 parce qu'il y a aussi une partie un peu un peu plus variable. Oui, c'est tout le modèle économique qui se construit de faire avec les sources de revenus et de les traduire ensuite en charge. Donc oui, il y a une partie modélisation économique, pilotage de la société, qui moi est une partie importante de mes fonctions, pour à la fois assurer des productions avec une certaine constance, de la régularité, puisque les personnes dont on parle sont en CDI. Donc
on a très peu de non-CDI, on a des contrats pro, des stagiaires, mais sinon, on intègre assez vite en CDI. Et d'ailleurs, par le passé, on a intégré des stagiaires en CDI pour poursuivre avec nous. Et ça fait partie de notre modèle aussi de développer ça. Donc, ce qui veut dire que oui, on a une structure fixe, des ressources plutôt variables. Après, ce qui se passe bien depuis 1 an, là, c'est qu'on a beaucoup de reconduction de contrats avec des marques sur de la prod. Par exemple, quand on a... l'an dernier, on a fait une prod pour Twitter qui s'appelait Derrière le tweet. Et ben, on a re-signé pour une saison 2. On a fait une prod avec les Côtes-du-Rhône sur le vin. Et ben, on a re-signé pour une saison 2 qui est Sous la robe, qui vient de. Qui est en. Ouais, même en début de diff là. Premier épisode de diffusé. Et ça, cette reconduction, et déjà, c'est bon signe parce que ça veut dire que ce qu'on fait plaît aux marques. Et puis, c'est évidemment un facteur de sécurisation économique. Donc voilà, on a ce modèle et donc cette structure qui va avec. Autre question. Oui, derrière les films. Je me demande comment vous sélectionnez, choisissez les invités, témoignages, opinions divergentes. Je serais controversé sur des mots progressifs, le sujet de la prostitution dans le débat féministe n'est pas tranché. Alors, sur la sélection des personnes qui interviennent dans nos programmes. En fait, on fonctionne comme tous les médias classiques, c'est-à-dire qu'on a une rédaction. On est plusieurs à faire partie là autour de ce séminaire numérique. Et on en discute entre nous et on fait le tri entre les sujets. Après, chacun a un peu aussi la main sur son programme. C'est-à-dire que moi, j'ai la main sur le programme B en tant que rédacteur en chef. Victoire a la main sur les couilles sur la table en tant que rédactrice en chef, etc. etc. Après, il n'y a pas de liste noire de gens interdits. Il n'y a pas de liste verte de gens qu'on doit favoriser plus que les autres. Ça s'adapte au sujet. Et effectivement, sur des sujets très controversés, on va avoir tendance à favoriser une variété d'opinions, pour favoriser, on va dire, le fait que les auditeurs et auditrices se fassent eux-mêmes leur propre avis sur la question. Mais voilà, en fait, on fait vraiment au cas par cas. Donc, il n'y a pas de politburo qui décide de quelle est l'opinion majoritaire à laquelle on doit se raccrocher. Non, on est plutôt sur un truc très ouvert avec effectivement un positionnement intellectuel plus qu'idéologique, je dirais, qui est assez clair, mais qu'on revendique aussi. On dit souvent qu'on est militant et pas engagé. Non, c'est l'inverse. C'est engagé mais pas militant. C'est bientôt les vacances. On est engagé mais pas militant. Et voilà, c'est un peu ce qui nous guide. Sachant que sur des sujets, on est nombreux à avoir nous-mêmes évolué intellectuellement au fil des discussions entre nous et au fil des émissions qu'on a pu produire. Donc là, c'est pareil, effectivement. Mais par contre, les sujets controversés ou qui ne sont pas tranchés nous intéressent beaucoup. Donc on s'y penche. Et d'ailleurs, on a des séries, des sujets qui sont en cours là-dessus. Voilà. Géographiquement, où êtes-vous? Pouvez-vous travailler en distanciel? Eh bien, nous sommes à Belleville, 19e arrondissement de Paris. Oui, nous pouvons travailler en distanciel. La preuve, Diane Jean est en distanciel, Anaïs est en distanciel et Ryan est en distanciel, chacun dans 3 départements différents. On ne saura pas lesquels. D'ailleurs, on a pu continuer à produire pendant le confinement. Tout à fait. Là où on avait été assez malin, c'est que quelques jours avant, on avait anticipé, on avait quand même bien senti venir, et du coup, on avait fait un plan, l'équipe avait fait un plan pour répartir le matériel et permettre des conditions d'enregistrement pas parfaites, mais tout à fait correctes pour continuer pendant le confinement. Donc après, bon, c'est quand même adapté, et puis c'est pas non plus très agréable de ne pas voir les gens en vrai, comme tout le monde, mais en tout cas, on pouvait produire. Ça, c'est l'avantage de l'audio, d'être un mode de production assez léger, et pour peu qu'on ait investi, comme nous, depuis le début, dans du matos de qualité, ça peut quand même un peu s'adapter. Après, ça donnait des situations assez drôles, et parfois, certains animateurs, animatrices en parlaient d'enregistrement sous la couette, je sais pas. Oui, enregistrement sous la couette. Un certain nombre d'intros d'épisodes enregistrés à cette époque qui commencent par là. Avec des enfants sur les genoux, ce genre de choses qui peuvent se produire. C'est vrai que un des trucs qu'on a développé beaucoup aussi, c'est qu'on a un matériel très souple et très facile, mine de rien, d'utilisation, auquel sont formés la plupart des gens qui travaillent dans cette entreprise. Et donc, on peut à peu près tous s'en servir. Ce qui fait qu'on n'est pas démuni dans des situations où il faut enregistrer un micro tout seul. Certes, ce ne sera pas aussi bien qu'en studio avec un réalisateur, une réalisatrice de qualité comme on a ici, mais ça permet quand même de faire des programmes qui sont agréables à écouter.
Après, c'est sûr qu'il y a une dimension du travail qui est l'élaboration du projet, de l'éditorial, où là, on est bien content de revenir à des échanges spontanés ou oraux sur place, quoi. Tout à fait. Ensuite, alors c'est moins une question qu'une intervention. Je ne sais même pas si tout le monde la voit. Personnellement, je trouve que ça n'est pas facile de comprendre qu'il y a un partenariat économique avec l'université. Donc, lorsque j'ai écouté le podcast, je n'ai pas perçu cet aspect-là. Noté, ok. Alors, vous êtes plutôt minoritaire au vu des réponses, mais c'est intéressant d'avoir ça. Mais c'est alors du coup duquel programme on parle, c'est cette Ouais, j'imagine que c'est 7e science. Si vous voulez lever la main, vous pouvez, comme ça je pourrais vous donner la parole. Mais là, je ne peux pas trop vous donner la parole. C'est marrant. Je peux pas. Vous pouvez lever la main. Bon, on pourra y revenir, mais notez, ça nous intéresse de savoir de quel programme on parle, ce que vous aviez perçu, ce qui vous aurait manqué comme info. Enfin voilà, nous, ça nous intéresse vraiment de travailler ces sujets-là et de bâtir tout ça dans la confiance. Donc, soit vous arrivez à lever la main, soit vous pouvez écrire, soit nous écrire, même nous appeler plus tard. Enfin, on est... Ça nous intéresse. Voilà. Ensuite, si on a quelqu'un qui dit merci, pas une question. Bon. Merci Hervé. Merci. Merci. On a une main levée. Ouais. Main levée. Je donne la parole à Léa. Hop. Bonjour Léa. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Ok, super. Écoutez, d'abord merci parce que vous êtes vraiment une très très bonne équipe. En tout cas, votre contenu est vraiment super top. Voilà, j'aime beaucoup vous écouter. Vous avez une diversité de podcasts qui est vraiment très très intéressante. Mais oui, en fait, je parlais du podcast 7e Science. Donc, c'est avec l'université de Sorbonne, je crois. Sorbonne Université. Et c'est vrai que quand on écoute le podcast, on n'a pas du tout l'impression que cet aspect que vous avez dit, pas de marque, mais vraiment de... moi, je n'ai pas du tout compris que dans le podcast, potentiellement, c'était sponsorisé par Sorbonne Université et que derrière, en fait, il y avait un échange d'argent ou quoi. Voilà. Noté. En imaginant que, si vous vouliez en être plus consciente, vous imagineriez quel type de transmission de l'information, que ce soit marqué, dit ou je sais pas. Oui, je sais pas. Ça peut être soit dans la description en disant que voilà, c'est un podcast qui est sponsorisé. Peut-être, je sais pas si sponsorisé c'est vraiment le bon terme pour vraiment dire. C'est marqué. Non, en fait, là-dessus, il y a une terminologie et c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. Nous, donc, tout à l'heure, on parlait de publicité d'une façon générale. Et en fait, les pubs, quand on les fait nous-mêmes, on les appelle du sponsoring. Mais c'est toujours intéressant de voir comment vous réagissez à ces différents termes. Le sponsoring, c'est des messages qui sont en général dits avant le podcast et qui vont parler d'une marque, d'un produit. On dit très clairement que c'est un sponsor. Il n'y a aucune intervention sur le programme. C'est juste un message au début. C'est une pub faite de façon qualitative, etc. Une qualité qui a l'air d'être connue par vous. Ensuite, les programmes là, dont je parle et qui sont produits avec des partenaires, nous, on les qualifie de brand content, donc de contenu de marque. Et dans ce cas-là, 7e Science est un contenu de marque au sens où, quand Sorbonne Université, qui est une institution tout à fait d'intérêt général, le fait, c'est avec une politique de marque, puisqu'aujourd'hui, les universités ont cette politique de marque. Et dans ce cas-là, le partenaire finance tout ou partie du programme. Ouais. Donc, ce n'est pas le terme de sponsor qu'on utilise, c'est le terme de partenaire. Effectivement, il y a un flux financier qui vient financer le programme, on est clair là-dessus, mais je retiens votre position, votre perception, c'est intéressant. Ouais, je pense que c'est juste parce qu'on n'a pas forcément conscience que les universités peuvent justement sponsoriser du contenu comme une marque, n'importe laquelle le ferait. Parce qu'on a toujours cette idée que l'université, c'est quand même une entité qui est à part, qui est publique, financée par de l'argent public. Donc voilà. Oui, d'accord. C'est difficile de conceptualiser les échanges monétaires. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand Sorbonne Université le fait, et il y a quelques temps, on a aussi fait des choses avec l'Université Paris-Saclay, elle le fait parce qu'elle y voit un intérêt à court, moyen terme sur le fait d'associer sa marque, de faire rayonner ses chercheurs. En l'occurrence, 7e Science, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les chercheurs et les chercheuses invités sont des chercheurs de l'université qui sont mis en valeur de l'excellence universitaire en gros de Sorbonne. Mais effectivement, c'est intéressant, c'est des cas très particuliers.
Voilà, c'était juste mon intervention. Merci beaucoup, Léa. Merci. Merci à vous. Alors, on a des questions sur Alors, c'est peut-être des gens qui n'ont pas vu le début. Comment vos deliveries sont-elles réparties dans le monde? Ah bah Thomas. Donc, Dans le monde. Alors, les 23% qui ne sont pas en France. Ça, on n'a pas encore épluché tout ça. Ouais. C'est-à-dire que ça fait partie des stats. Effectivement, on a des réponses là-dessus, mais on n'a pas encore fini d'éplucher. Donc, je peux redonner le chiffre que j'avais tout à l'heure, c'est 23% effectivement à l'étranger. On trouve sans surprise beaucoup de pays francophones. Oui. On a déjà, si on rajoute Québec, la Belgique, la Suisse, ça monte pas mal. Québec aussi. Québec, où il y a une grosse culture de l'audio. Donc c'est plutôt suivi là-bas. Ouais. Mais après, c'est vrai que. On n'a pas encore épluché tout ça. Ouais. C'est quantitatif, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de tout faire. On va, parce que c'est intéressant. Ouais. Peut-être que vous en faites partie d'ailleurs. Possible. Et alors, sur la question de est-ce qu'on a profilé notre auditeur type ou pas, ah oui, on a fait un super portrait robot. On a fait un portrait robot plus ou moins, on va dire. Mais c'est bon, il y a tous les biais qu'on a donnés au début, c'est-à-dire que ça reste des chiffres, donc c'est forcément assez partiel. Mais en gros, on peut dire que là, c'est l'auditrice type de Binge Audio est une femme de moins de 35 ans. Avec un niveau d'études assez élevé, plutôt CSP+, plutôt vivant à Paris. Voilà, c'est plutôt ça. Et à chaque fois la majorité, quoi. Voilà. On va discuter Alors urbain, on s'est rendu compte urbaine que c'était en fait la proportion comme en France, parce que la France est un pays très urbain en fait. Donc on n'est pas sururbain. Par contre, on est surparisien. On est surparisien, on est surféminin, on est surjeune. Surjeune, c'est cool ça. Et sur étudiant aussi, ce qui va aussi un peu avec quoi. Ouais. À part les partis politiques, vous acceptez absolument, donc c'est la question, à part les partis politiques, vous acceptez absolument toutes les entreprises sans distinction pour le brand content en marque blanche, y compris les vendeurs d'armes, Dassault ou pire Lafarge. Alors, je réponds. Non, en fait, on peut, en l'occurrence, Dassault ne nous a pas proposé de bosser avec eux, mais je pense qu'on dirait non. Donc, il y a deux choses. Il y a les boîtes ou les institutions avec qui on accepte de co-brander, c'est-à-dire d'afficher notre marque média, Binge Audio, avec ce que ça suppose de confiance. Et ça, on le fait seulement sur certains projets avec lesquels ça colle. Donc là, il y a un filtre assez important. Et donc, quand on fait quelque chose avec Twitter, on assume. Les universités, on assume. Sous la robe avec les du Rhône, on assume. Et même aussi des boîtes du secteur marchand dans plein de domaines. On le fait lorsqu'on estime qu'on a un degré de confort avec la ligne éditoriale, le contenu important et qu'on peut le revendiquer avec cette information. Ensuite, est-ce qu'on fait en marque blanche? Alors là, on n'associe pas notre marque média et on ne le présente pas dans notre Galaxy Programme, donc ça ne va pas être dans notre zone de podcast sur les apps, ou voilà, c'est vraiment séparé. Là, évidemment, on prend plus large, mais alors, on a toujours une discussion en interne hein, quand un client fait appel à nous, de se demander si c'est de la marque blanche, si c'est du brand content, si c'est rien. J'ai pas de cas particulièrement problématique à vous lister. Et puis bon, je ne sais pas si ce serait très confidentiel, très déontologique vis-à-vis des marques, mais on a ces discussions et non, les ventes d'armes, je pense qu'on aura un peu de mal quand même. Ça va ? Simon, c'est pas trop bien. Qu'est-ce qui détermine votre choix pour proposer à votre audience du contenu dérivé type livre-jeu que vous avez pu réaliser avec le chip et ou les couilles sur la table par exemple? Qui veut répondre dessus? Bon, je démarre alors, si je parle beaucoup. Alors, contenu dérivé, c'est vrai que pour l'instant, la stratégie qu'on a suivie pour avoir des revenus des auditeuristes et tirer le fil des programmes, en faire autre chose, c'est ces produits dérivés. On analyse... il y a plusieurs facteurs. Il y a le potentiel. Est-ce que cette marque programme est assez forte? Est-ce que ces animateurs et animatrices sont assez forts pour en faire un contenu? Est-ce que le contenu de base peut donner lieu à un jeu, par exemple, à bientôt te revoir? Il y a le côté humour, connivence, soirée entre copains, entre copines, évidemment, entre amis qui est là. Les coups sur la table, le contenu assez dense. Le chip aussi, le côté interaction. Mais ensuite, ça dépend aussi beaucoup de la volonté, des envies des auteurs, des autrices, en fait. Parce que ces projets, on les fait avec eux. Donc, à chaque fois, il y a aussi une idée qui vient d'eux, qui est accompagnée et qu'on travaille ensemble. Mais oui, tous les programmes s'y prêtent pas forcément, ou alors pas sous la même forme. Et c'est vrai que maintenant, quand on pense en programme, on pense aussi à ces potentiels-là. Et on se demande si
ce qu'il y a matière à faire en termes de produits qu'on peut inventer. Et on a des projets pour la suite. Et puis ensuite, il y avait le côté binge en scène, le côté événementiel, où là, on s'est dit, on va faire quelque chose qui prend dans pas mal de nos programmes, tout en bâtissant autre chose, quoi. Ce qui est frappant, c'est que les produits qu'on invente autour des programmes, on le fait un peu de la même façon que quand on construit les programmes, où en gros, la forme est dictée par le fond, et en l'occurrence, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que si les couilles sur la table, c'est un livre, c'est pas un hasard. Si Amiens Doctor c'est un jeu, c'est pas un hasard non plus. Donc, en fait, on n'essaie pas de faire rentrer les programmes dans les projets en se disant il faut à tout prix faire un jeu avec tel truc et un bouquin avec le tel. C'est plutôt l'inverse. On se dit tiens, de ce programme, il faut naître tel ou tel projet. Et c'est plutôt ça qui nous motive. Il y en a qui lève la main. Céline, je peux donner la parole? Oui, vas-y, donne. Jess qui a levé la main. Ouais. Tu donnes la parole. Ça y est, c'est fait. Nickel. On vous écoute. Je crois que le micro est coupé. Oui, le micro est coupé. Donc, tu peux l'allumer par là. Jess. Tu peux pas. Et donc, cliquant sur les 3 petits points. Alors, Pages, c'est votre nom. Je ne peux pas allumer votre micro et du coup, on ne vous entend pas. Ça ne vous dérange pas? On répond à une autre question puis on revient après? Ouais. Peut-être un redémarrage à faire. Des fois, ça... Il y a une question encore sur les publics qu'on touche. Âge, positionnement politique, milieu socio-culturel. Âge, on en a pas mal parlé. Ouais, donc 30 ans, l'âge médian. Positionnement politique, non, on n'a pas posé cette question-là. Milieu socio-culturel, plutôt CSP+, pour 50%. Et donc, on a dit urbain et féminin. Ouais. Et avec celles et ceux qui sont arrivés, il y a peut-être qui viennent là d'arriver et tout, on va mettre à disposition des visuels, les visuels de synthèse qu'on a projetés, et notamment, il en reste un qu'on ne vous a pas encore montré. On les mettra à disposition, donc vous pourrez rattraper. Voilà. Ouais, je vous montre. C'était, voilà, là il y a des données de profil, quoi. Voilà. Donc, tu peux même afficher la dernière slide, non? Celle qu'on voulait mettre en conclusion. Oui, tu as raison. Ouais, on a une slide de synthèse. Oui, une slide de synthèse, effectivement. Je reviens. Alors, est-ce que Pages a pu nous rejoindre? On dirait pas. Hein. Non. Ensuite, on a un témoignage sympathique. C'est Hélène qui nous remercie pour le travail. Merci beaucoup, Hélène, de votre fidélité. Oui, merci de nous écouter. 50 ans, urbaine, Toulouse, née en Île-de-France. Ok. Très bien. Alors, Cyril qui nous dit sur jeunes, sur parisien, sur féminin, avez-vous envie d'ouvrir du coup vers de nouvelles cibles? Oui, clairement. Ce serait très hypocrite de dire non. Et d'ailleurs, on se pose la question pour notamment pour ce qui est de la question parisienne, de faire vivre nos programmes de manière différente et de se promener un peu plus ailleurs en France, de sortir un peu du périphérique. C'est notamment le cas avec Programme B qu'on va essayer de balader un peu plus pour la saison prochaine. C'est un des objectifs, un des axes de développement de Programme B pour la saison prochaine, où je vais, moi, prendre le TGV et aller un peu ailleurs qu'à Paris, a priori. C'est ça qu'on va faire. Et ça fait partie aussi de la réflexion autour des spectacles qu'on a été joués à Toulouse et à Marseille. C'est aussi pour rencontrer les publics, parce qu'évidemment, il y a des publics là-bas aussi. Et comme notre popularité repose énormément sur les gens qui nous aiment et qui nous écoutent et qui prêchent la bonne parole autour d'eux, en gros, le fait d'aller à leur contact et de montrer ce qu'on fait et de discuter, d'échanger, ça participe de ça aussi. Et pour rappeler là, sur la surféminisation, je sais pas, de notre audience, on a encore un delta en fait entre les répondants, les répondantes à l'étude, à plus de 80% des femmes, mais c'est plus que dans notre audience en fait. Oui. Ce qui est pas seulement un indicateur de présence dans l'audience, mais d'engagement et de disposition à passer 27 minutes sur ce questionnaire en moyenne, rappelons-le, merci, pour s'exprimer. Enfin ça suppose, on est conscient que c'est beaucoup en fait de passer ce temps-là et de nous accorder ce temps-là. Donc c'est un indicateur d'engagement, ce qui nous interroge aussi. Ouais. Parce que du coup, les hommes sont pas prêts à passer autant de temps. Enfin, tu vois, visiblement.
Non, mais voilà, enfin, sérieusement, ça interroge forcément. Hop. Quelle histoire a fait naître Binge? Quelle histoire la font évoluer? Waouh. Joël, t'es là ou pas? Joël, il est là. Tu veux raconter? Non. Non, mais la personne à la base de Binge Audio, c'est Joël Renez. On est cofondateur, mais en fait, c'est lui qui était là le bord et qui a commencé après un parcours dans des médias type Arte, Radio France, et puis il a un goût pour créer des nouvelles choses, à créer quelques podcasts. Au début, c'était nos ciné, nos fun, sur des thématiques pop culture, avec l'idée de proposer quelque chose de nouveau et puis de faire ça de façon expérimentale, quoi. Après, moi, je l'ai rejoint fin 2016 et on s'est dit, bah, en fait, on va en faire une vraie entreprise qui est voilà, son modèle, c'est le podcast. Et c'est pas seulement le podcast, mais c'est un média qui a des choses à dire. Et puis, on a avancé en se construisant, en rencontrant des gens. Enfin, c'est un peu bateau pour le dire, mais Binge Audio doit beaucoup à toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans l'équipe, qui sont arrivées petit à petit. Donc là, il y en a certaines qui sont très importantes. Il y en a aussi d'autres que vous connaissez ou pas, d'ailleurs. Et c'est aussi beaucoup comme ça qu'on construit la boîte. Déjà, sur les parties éditoriales, des bons programmes, ça naît des envies authentiques des gens qui les font. Donc, c'est quand même la base. Et puis, même sur les autres fonctions de communication, les fonctions commerciales, on construit vraiment les choses ensemble. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais je pense que c'est pas trop des blagues. Non, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et quelles histoires les font évoluer? Ouais. Les gens. C'est les gens, clairement, c'est tout. Alors, allez-vous travailler avec Facebook sur le sujet des fake news comme Check News Libé ou Le Monde le font déjà et sont rémunérés pour? Non, c'est pas prévu pour l'instant. Il faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, ça fait pas partie des choses qu'on développe. L'an dernier, en toute transparence, en début d'année dernière, on a fait un dossier pour bénéficier d'un fonds aide Facebook, un fonds d'aide, un fonds de support de Facebook. Civisme en ligne, on avait imaginé quelque chose qui partait des couilles sur la table, on l'avait fait à notre sauce, on n'avait pas fait un truc sur les fake news, on a fait un truc sur les questions de genre, la présence en ligne qui peut poser des difficultés, etc. Voilà, pour le coup, on n'avait pas été retenu. Voilà, donc on n'a pas spécialement de projet en la matière, pas d'allergie non plus à étudier des choses. Mais sur les check news, c'est pas forcément typiquement notre truc. On avait fait des vrais faux programmes B. Ça n'avait rien à voir avec Facebook. On peut faire du vrai faux et du débunkage, c'est pas un souci, c'est des sujets concrets. Mais en l'occurrence, il n'y a pas le projet de s'inscrire dans effectivement les programmes auxquels participe Le Monde et Libé, qui ont des services dédiés à ça. Donc c'est plus dans leur ADN que dans notre. Question suivante. Dans quelle mesure intégrez-vous des propositions extérieures d'auteurs, réalisateurs qui voudraient un peu comme le modèle Arte Radio, bénéficier de votre marque, votre savoir-faire, contexte? Diane, tu veux répondre? Oui, alors sur les propositions extérieures, en fait, on reçoit énormément de propositions de création de podcasts, c'est-à-dire de création de programmes en entier, de flux, etc. On avait avant un rendez-vous quasi mensuel où on se retrouvait tous ensemble et on lisait et on analysait les propositions et on voyait celles qu'on voulait garder, aider, produire, propulser. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec toutes les propositions qu'on avait, on était encore pas assez gros pour lancer tout le monde, et surtout qu'avec la multiplication des podcasts, c'était plus intéressant de renforcer nos programmes. Et donc, en fait, on accepte et surtout, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les envoyer à project@binge.audio, mais non plus des programmes entiers, des créations de podcasts, mais des histoires ou des personnes qui ont envie de travailler dans le podcast. Et pour lancer de nouveaux projets avec notamment Anaïs, qui je pense pourra compléter ma réponse. Mais par exemple, Programme B fait des séries de 4 ou 5 épisodes, donc on est plus à la recherche de ce genre de format que de podcast en soi, mais bien sûr qu'on est alerte à l'écoute et on est demandeuse de propositions extérieures. Donc voilà, donc si jamais vous avez envie, besoin, n'hésitez pas. Oui, j'interviens, Diane. En effet, je me suis présentée comme directrice de production en charge du développement parce que, notamment, le développement, c'est aussi un levier de croissance chez Binge qu'on va exploiter. L'idée, c'est aussi de produire pour des plateformes comme Spotify, Sibel, qui sont à la recherche de projets, notamment de fiction. C'est aussi pour ça qu'on vous a posé la question de la fiction, qui n'est pas forcément un format évident à l'audio. En tout cas, ce n'est pas intuitif, ou en tout cas, il y a un usage à construire
on se rend compte, nous, en le faisant, qu'on s'amuse énormément à le faire et à les écouter. Et donc, je pense qu'il y a vraiment des choses hyper intéressantes à faire, à creuser, notamment l'écriture, la mise en audio. Il y a vraiment des choses à défricher et nous, ça nous plaît énormément. Donc, si vous avez des sujets, des projets aussi là-dessus, vous pouvez nous les envoyer. Et si ce n'est pas pour Binge, mais que ça nous plaît énormément, c'est des choses qu'on pourra proposer à des plateformes éventuellement. Je fais juste un complément parce que c'était, je pense aussi sous-entendu dans la question, bénéficier de notre marque, notre contexte. On a eu à une époque une stratégie où on distribuait certains programmes, y compris à une époque un certain nombre. Il y avait un épisode et j'arrête. Passion médiéviste, d'autres. On a un moment, on a plutôt arrêté ça. Ça correspondait aussi à l'envie de ces gens qui souvent voulaient continuer par leur en propre, mais aussi parce qu'on s'est dit que bon, notre métier avant tout, voilà, on n'était pas une plateforme, on n'était pas un outil technique d'accès au podcast, et finalement que ces gens-là pouvaient tout à fait diffuser directement et qu'on préférait se concentrer sur notre rôle de producteur, éditeur, diffuseur en direct. Avec le cas particulier du Chip, avec qui on a gardé une relation très étroite, mais qui du coup est un peu passé dans une autre catégorie où, avec un contact plus étroit. Voilà. Mais du coup, nous proposer des podcasts à distribuer, ça, non, plus vraiment. Ça ne fait plus vraiment partie du modèle. Il faut choisir ce qu'on fait dans la vie, on ne peut pas tout faire, et voilà. Il y en a d'autres qui le font. Et puis bon, il y a aussi depuis des plateformes de distrib pour se faire distribuer qui se sont montées. Enfin, on n'est plus dans le marché de 2016 où on galérait à lancer ton podcast. Là, les outils comme Pipa, Acast, Ocha sont assez légers et c'est des bonnes plateformes pour les indépendants. Ça coûte pas très cher. Enfin voilà. Et moi, je voudrais juste ajouter un mini truc aussi. Je trouve que ça fait vachement partie aussi de notre positionnement où on était au début une boîte de production et donc on produisait et on aidait d'autres personnes à produire des podcasts. Et en fait, l'année dernière, on a vraiment un peu bougé le curseur pour s'installer en tant que média. Et du coup, ça participe au fait de moins distribuer, de davantage produire et notamment à l'intérieur de nos programmes existants. Ensuite, penser à des formes participatives, comme par exemple du contenu proposé par les auditeurs, auditrices. Peut-être que Diane peut répondre sur le contenu proposé parce que ça entre dans le périmètre de la dose, plus ou moins. Tout à fait. Alors déjà, on a une forme pas de contenu proposé, mais d'échange, puisqu'on est en phase de bêta-test sur la dose. Je vois d'ailleurs qu'il y a des bêta-testeurs, bêta-testeuses dans les parages. Où là, on est en train de monter ce projet qui est une lettre à lire et à écouter. Et on est en échange permanent pendant un mois, donc ça se termine la semaine prochaine, avec 192 personnes qui nous répondent sur chaque point de ce projet qu'on met en place, sur lequel on fait des ajustements. Parfois, c'est des critiques assez majeures, donc qu'on prend en compte et avec lesquels on retravaille nos idées. Parfois, c'est des ajouts mineurs. On a aussi, en termes de contenu, des retours sur les réseaux sociaux, parfois des personnes qui nous proposent des sujets ou qui nous demandent pourquoi telle personne ne viendrait pas intervenir dans tel podcast. Donc ça, on les prend aussi en compte. Il y a aussi quelque chose qui va certainement se développer, qui sont pas des propositions de contenu, mais des participations d'auditoristes, avec notamment la présence de témoignages. C'est quelque chose qu'on avait testé notamment avec Miroir Miroir, qu'on a beaucoup refait lors du confinement dans les programmes B, où en fait on vous a demandé de nous envoyer un peu vos récits, vos expériences par rapport à un sujet en particulier. Et vous nous avez envoyé des messages audio, soit via WhatsApp, soit par mail. C'est une matière hyper riche, hyper dense et qu'on était ravis d'avoir et qu'on est probablement, je n'en dis pas plus, qu'on va probablement développer. Voilà. Il y a des questions sur la fiction. Alors, il y a une personne qui nous dit « Je pense que Binge doit aussi faire de la fiction ». 3 points d'exclamation. OK. C'est la même personne. Ah non, c'est la même personne, OK, Oui. qui avait dit précédemment, vous avez dit que vous posiez la question sur la possibilité d'aller vers la fiction. Qu'en est-il du plus jeune public? Il peut y avoir d'une part de la fiction pour ce public-là, mais aussi possiblement du contenu type programme B pour les ados petits, par exemple. J'ai vu. Alors, la question de... Alors, pour la fiction, je ne vais pas y répondre moi parce que ce n'est pas ma partie, mais pour ce qui est effectivement de l'info à destination des plus jeunes ou des plus petits, alors,
Pour ce qui est des ados, bon, c'est un terme toujours un peu large. En l'occurrence, comme notre public, comme on l'a vu dans les stats, est plutôt étudiant. Je pense que ce qu'on produit peut parler à des adolescents, clairement, enfin des adolescents en fin d'adolescence, on va dire des lycéens. Et je pense qu'il y en a aussi un petit peu, une proportion qui est plus faible que celle des étudiants. Comme quand même, on rappelle, l'âge médian, c'est 30 ans, là, de nos auditeurs, donc on n'est quand même pas sur un public enfantin. Dans les répondants, évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce que les gamins remplissent 27 minutes de questionnaire non plus. Mais bref, toujours est-il qu'on a un public qui est plutôt étudiant, donc un peu plus âgé que ça. Mais je pense qu'une partie de nos programmes correspondent. Après, pour ce qui est des enfants, vraiment, c'est un public très spécifique. Il y a une offre qui est en cours de développement en France, autour notamment pour ce qui est de l'actu, hein, vraiment, à destination des enfants. C'est intéressant à suivre. Après, c'est vraiment un public très complexe. Et je ne sais pas si, pour le moment, en tout cas pour l'heure, encore une fois, il ne faut jamais dire jamais, ne fait pas partie des cibles qu'on développe, nous. On a des réflexions quand même, y compris des discussions encore récentes à Anaïs. Ouais. Mais on veut bien réfléchir avant, parce qu'il ne s'agit pas d'arriver en disant on sait faire, quoi. Voilà. Il ne faut pas y aller avec des gros sabots. Il faut avoir pas mal d'humilité sur le secteur jeunesse. C'est un secteur compliqué. Et en même temps, on aimerait bien exploiter nos crédibilités, quoi. Ouais. Déjà parce que c'est là où on est fort, et parce que les enfants, les parents sont des prescripteurs. Soit ils sont tout petits, il va leur dire vas-y, je te mets ça, c'est super. Soit parce que l'enfant a 9 ans et que quand même, à cet âge-là, on imagine qu'il tient encore assez compte des recommandations de ses parents. Et qu'on est parents nous-mêmes pour quelques-uns d'entre nous, et que ça nous intéresse de développer des offres qui parlent à nos propres enfants aussi. Ouais. Et alors sur la fiction, par contre, peut-être on peut. Fiction, tu veux. Ouais, pas moi en tout cas, mais. Diane, tu veux. Anaïs. Anaïs, ouais. Pour le moment, c'est pas encore d'actualité que Binge en produise pour son compte. Pour l'instant, on travaille avec des plateformes. Gabriel, je vois que tu veux intervenir. Oui, non, mais si, on peut dire que là, on a produit pour une plateforme, pour Cybèle, une fiction. Oui. Et que du coup, on s'est dit qu'on le faisait déjà parce qu'on aime bien produire, avoir de l'activité. C'est une production financée par la plateforme. Et parce qu'on s'est dit qu'on apprendrait aussi à faire de la fiction. Et c'était l'un des grands objectifs de cette prod, c'était d'apprendre. Et on a appris des trucs. Tout à fait. C'est une fiction qui va sortir à la rentrée. Voilà, 10 épisodes de 20 minutes. Un gros casting, c'était vraiment chouette à tourner. Et oui, donc là, on est en phase d'apprentissage. Et pour l'instant, en tout cas, pour la marque Binge, pour l'instant, il n'y a pas encore de fiction prévue, mais c'est un terrain qu'on défriche. Pour l'instant, pour les tiers. Et comme si vous n'étiez pas là au début, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'envie de fiction n'est pas chez tout le monde. Donc Seb, vous n'êtes pas forcément représentant de tout le monde, parce que peut-être il y a une question de qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui en fiction francophone. Est-ce que les gens ont envie de ça, ont envie d'autre chose? Souvent, on ne sait pas forcément ce qui va nous plaire demain, et en même temps, il faut essayer d'avoir des intuitions. Enfin voilà. Donc c'est un sujet où on turbine pas mal en ce moment. En fait. Ça nous intéresse beaucoup. Comment sentez-vous le climat du paysage des producteurs de podcasts? Y a-t-il des échanges avec d'autres marques et où chacun pour soi est Dieu pour tous? Non, c'est un secteur où il y a des échanges, oui, tout à fait. Et on a même monté un syndicat que préside Joël Renez, qui s'appelle les producteurs indépendants audiovisuels, PIA. Où on s'est dit qu'on avait pas mal d'intérêts en commun, qu'on est dans un secteur nouveau, qui est un no man's land, y compris sur des aspects juridiques, législatifs, réglementaires, financiers aussi, et où il y avait tout ça à construire et que c'était mieux de le structurer ensemble. Donc, par exemple, sur les chantiers communs, il y a la mesure d'audience. Tout à l'heure, je parlais d'une certification des audiences qui est là, qui voit le jour. Et ça, c'est évidemment un travail commun. La façon de bosser avec les plateformes, avec les marques, tout ça, c'est commun. Donc, il faut toujours faire la part des choses entre ce qui est propre aux boîtes et ce qui est commun, mais il y a beaucoup de sujets communs. Ensuite, sur les sujets sociaux, nos modèles économiques, nos modèles d'emploi, on échange. Voilà. Et donc là, on a fait le syndicat des producteurs pour avoir cet ADN commun qui est la production. Sachant que dans ce syndicat, il y a des boîtes qui produisent mais qui ne sont pas des marques médias que vous n'allez pas voir. Et puis des producteurs qui sont aussi des médias, qui ont une marque média présente auprès du public. Voilà. Là, évidemment, on a encore plus de points communs. Et si vous me posez la question, Louis Média, Nouvelles Écoutes, pour les acteurs les plus proches de notre modèle, sont membres de ce syndicat professionnel. C'est vraiment plus que une des particularités du secteur, c'est que notamment pour ce qui est quand on fait appel à des auteurs, autrices, journalistes, pigistes, tout ça, on travaille aussi avec des personnes qui bossent avec ces différents acteurs, donc on a tout intérêt à aussi être une forme de coopération possible.
Puis par ailleurs, on sait que vous écoutez les podcasts des Bien autres sûr. médias, des autres studios. Et, voilà. D'ailleurs, on a glané quelques infos dans vos réponses pour savoir ce que vous écoutiez d'autres. Ça fait partie du quali qu'on traite, mais c'est intéressant évidemment. Appréhender les présidentielles américaines et françaises, des programmes hors série de prévus. Américaine, on s'est posé la question beaucoup avant de finalement se dire qu'on allait le traiter au fil de l'eau en fonction des sujets, parce qu'il y a déjà une offre qui s'est densifiée d'un seul coup, où tout le monde s'est mis à lancer un podcast sur les élections US, et finalement on s'est dit que bon, on n'avait pas forcément d'intérêt à lancer une ligne programmatique spécifique là-dessus, mais il n'empêche que, évidemment, en tout cas pour ce qui est de programmer, notre programme d'actu, c'est un sujet qu'on traite et qui revient par des biais différents. Typiquement, on a fait un épisode hier sur Reddit qui est complètement lié à l'actualité politique américaine, donc ça reste dans notre périmètre, mais il n'y a pas de programme dédié. Pour la présidentielle française, on a encore 2 ans devant nous, donc on verra. Voilà. Encore une fois, je ne ferme jamais les portes totalement. Juste comme il est 13h12, on prend les dernières questions qui ont été posées et puis après on s'éclipsera, on aura passé 1h10. Ouais, alors on vous propose de s'arrêter parce qu'on ne va pas pouvoir continuer éternellement, on a faim. Mais pour rappel, on va diffuser des enseignements de l'étude sous forme d'infographie et même de documents complets aujourd'hui et en début de semaine prochaine. Donc, vous aurez ça qui tournera. Et on a une adresse de contact qui est project, attention à l'anglaise, project, J-E-C-T, @binge.audio. Vous pouvez nous écrire pour partager les choses voilà, pour la suite. Et puis, par ailleurs, comme on aime bien en fait, ce format de webinaire, on n'exclut pas qu'on en refera à l'avenir. En fait. Une vraie marge de progression dans la fiction française, j'ai l'impression beaucoup à apprendre et tester effectivement avec humilité. Ouais, on est d'accord. Comment va s'appeler la fiction qui sort chez Cybèle? Anaïs, on a le droit de le dire ou pas? Hein, sûr. Ouais, bah, du coup, voilà. Il faudra attendre la rentrée. Voilà, ça sortira. Ouais, c'est ça. C'est que vous avez parlé question des autres podcasts et autres médias qui sont revenus le plus. Dans les autres, j'ai même pas les données synthétiques là-dessus, mais dans les autres podcasts, les productions d'acteurs assez proches comme Louis Média, Nouvelles Écoutes ressortent. Pas mal aussi d'entre vous écoutent les productions de la radio publique, de France Inter et de France Culture. L'Arte Radio aussi. Donc le secteur public, historique, qui fait des podcasts, est très bien représenté parce qu'il fait des programmes évidemment très bons. Voilà. Et puis sur les autres médias, j'ai même pas l'info de synthèse là. Anaïs, tu avais fait un traitement un peu global, mais c'est... Sur la consommation média? Ouais. Dans les médias écrits, Mediapart, on est pas mal. Oui, Mediapart, Libé, Le Monde. Ouais. Slate aussi un peu. Slate. Ouais. Un peu dans ce goût-là. Oui, international. Il y a eu le New York Times, pas mal, mais enfin, il y a eu 20% sur le New York Times. Comment se situe Binge Audio vis-à-vis de Nouvelles Écoutes et Louis Média? Taille, audience. En fait, on ne va pas communiquer à la place des autres, donc, mais enfin, voilà. Nous, on se considère comme un acteur important, significatif du marché, lisez entre mes paroles. Mais voilà, mais pour le coup, je vais ni décrire leur taille, ni leur audience à leur place. Je pense que ce serait plus respectueux de le faire avec eux, quoi. Voilà. Comment pensez-vous pouvoir attirer davantage d'auditeurs, d'auditrices à l'avenir? Eh bien, je vais peut-être, Diane, tu pourras répondre, mais un des gros enseignements en fait, de cette étude, c'est que quasiment tous parmi les répondants, ont recommandé des podcasts à leurs proches. Donc déjà, c'est très puissant. Et puis en même temps, ça nous interroge un peu parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, quoi. Comme les gens le font par bouche à oreille, ça veut dire qu'il y a plein de conversations qui se font à l'apéro ou au café et on ne voit pas où les gens parlent de Binge Audio. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous a posé des questions sur comment vous en parliez, parce que ça nous intéresse beaucoup d'avoir un aperçu de ces conversations. Et c'est aussi c'est très satisfaisant. Il y a un petit côté frustration, mais que disent les gens, comment ils en parlent, quoi. On va essayer d'appréhender ça. Diane, tu veux... Non, mais t'as tout dit. Ah ouais, non. Mais après, non, cela dit, le sujet de l'acquisition d'audience, pour employer ce vilain mot, mais qui est une réalité, c'est un vrai sujet pour le podcast, justement, avec ce paradoxe que c'est très fort, les gens en parlent même, et en même temps, du coup, on ne voit pas tout. Enfin, voilà, nous, on a un budget, par exemple, d'acquisition média en ligne pour acheter des contenus sponsors Instagram, Facebook, on en fait un peu, mais peu, en fait, assez peu, quoi. Et
on pourrait sans doute en faire plus. Et nous-mêmes, on a des ressources de marketing, de communication, d'acquisition, ressources humaines. Je parle un peu. On a vocation à renforcer là-dessus. Mais l'acquisition de podcasts se fait pas forcément en bombardant de posts Facebook, quoi. C'est un peu plus complexe que ça. Voilà. Et puis oui, et sur cette partie aussi qu'on voit pas, un certain nombre d'entre vous partagent des liens sur WhatsApp, sur Messenger, et pareil, ça on n'en voit pas forcément. Alors, est-ce qu'il faudrait plus vous aider en vous fournissant ces choses un peu prêtes à l'emploi à partager, un peu pour faciliter tout ça? Voilà, c'est parmi les pistes de travail qu'on a. Et un des points forts, c'est de toute façon, c'est notre public, clairement, c'est nos auditeurs, nos auditrices, c'est eux notre point fort. Et du coup, on continue dans notre idée de s'appuyer sur vous. Et vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et ambassadrices. Donc, c'est aussi pour ça qu'on va à votre rencontre, qu'on invente de nouveaux formats et qu'on diversifie le plus possible notre offre, parce que c'est ce qui nous permet aussi de continuer. Quelqu'un nommé poursuivre la grande qualité des programmes est plus fondamental que l'achat de pubs sur Facebook et Insta, c'est certain. Oui, nous, notre stratégie pour l'instant, c'est de convaincre surtout par le contenu, quoi. Si c'est bien, ça va être écouté. Voilà. Mais bon, cela dit, on peut faire des choses fantastiques, il faut quand même les défendre et les promouvoir. Mais effectivement, un budget dément d'acquisition Facebook n'est pas du tout la panacée, quoi. Et puis, c'est vrai que dans notre conception de la boîte, on a aussi à cœur de faire des programmes avant tout. Voilà, mais c'est des chantiers de travail, c'est pas... Voilà. Et alors il y avait juste une remarque là que je ne relais pas. Sur l'hébergement de Cybèle. Bon, je ne sais pas, là, je n'ai pas d'écho. Merci à vous, 13h18, je pense qu'on a passé 1h15. Pour les 1000 heures qui ont été consacrées à ce questionnaire, c'est décent. Merci à tout le monde d'avoir joué le jeu du questionnaire, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous ici ont répondu, d'avoir été là, nous avoir posé des questions qui sont intéressantes. Et on va partager les résultats plus avant, et on vous dit à bientôt. Voilà. C'est ça, à bientôt. Passez de bonnes vacances. Passez de bonnes vacances pour ceux qui comprennent. Écoutez des podcasts. Et... Vous étiez à suivre la restitution. Ouais, à un moment, merci beaucoup. Vous avez plus. Ouais. C'était les 35. Mais c'est redescendu parce que je pense que tout le monde a fait. Parce qu'on a faim. Et plus de 2600 à répondre à l'enquête. On aime les chiffres. Hein. À bientôt. Salut. Salut.